Merci à toutes et à tous de venir à ce webinaire organisé donc pour la filière française des organes et des organes sur puce avec Jean-Dominique de BioValley et moi-même qui représente France Biotech. Nous sommes heureux de vous accueillir après un premier webinaire qui date d'il y a quelques mois. Nous vous proposons aujourd'hui de faire un petit bilan sur l'état d'avancée des travaux de la filière et notamment de vous présenter les quelques résultats du livre blanc qui a été publié il y a maintenant une quinzaine de jours, qui est le fruit d'un travail avec plus d'une cinquantaine de contributeurs et dont nous remercions bien évidemment leur contribution. Et Jean-Dominique, je te passe la main. Ok, donc avant de démarrer vraiment le livre blanc, un petit rappel, bon déjà le programme, donc je vais faire un petit rappel du CSF, vous donner les grandes lignes, donner un tout petit peu d'histoire, mais sans refaire toute l'histoire. Ensuite, Thibaut, bonjour Anne. Anne nous a rejoint de l'AIS. Bonjour Anne. Bonjour, vous m'entendez? Oui. C'est bon, on est en live. Donc ensuite, Thibaut et moi partagerons un peu les principaux points. On ne va pas refaire, il y a quand même 90 pages dans le livre blanc, donc on ne va pas vous faire tout le détail, on va vous donner les grandes lignes. Ensuite, nos collègues de l'AIS, Anne et Agathe, nous parleront du soutien qu'apporte le pouvoir public à cette filière. Et ensuite, on essaiera de conclure avec Thibaut pour dire rapidement quelles sont les perspectives suite à ce livre blanc. Alors, un très bref rappel, une filière. Alors, juste pour rappel, en 2022, en février 2022, on avait fait un premier workshop organes sur puce qui s'intitulait « Vers la création et la structuration d'une filière », avec quelques messages clés. C'était effectivement le but d'une filière, c'est d'avoir une influence auprès des instances européennes. Ça, c'est une phrase que, par exemple, Jocelyne Berry du MESRI à l'époque, qui participait à ce webinaire, à ce workshop, pardon, nous avait donné. Et je tiens d'ailleurs à la remercier, c'est vraiment elle qui nous a beaucoup aidé au démarrage. Ensuite, Emmanuel Dequier nous a pas mal aidé. Donc, cette filière, elle est là pour réunir des acteurs depuis l'amont, les industries, enfin, les académiques, jusqu'à l'aval, et avec un rôle de structuration, de stimuler l'innovation, d'assurer la compétitivité économique et répondre aux enjeux stratégiques. Donc, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Donc, cette filière ce contrat stratégique de filière a été signé en novembre 2023. Alors, signé par 3 ministères, l'AIS et la FEFIS. Je crois que l'AIS n'était pas une signataire, parce qu'elle n'existait pas encore au moment où elle a été créée. Donc, je pense qu'elle a été... Si je ne dis pas de bêtises. Non, j'ai une bêtise, l'AIS a fait partie des signataires, excusez-moi. Et donc, cette initiative recouvre de l'amont avec les académiques. Et bon, c'est pour ça qu'on a rajouté le PEPA MEDOC, qui est vraiment un groupement, un projet qui va permettre de financer des étapes amont jusqu'au CSF. Et sachant qu'à partir de tout ça, nous avons pu créer une filière qu'on appelle F3OCI avec des objectifs d'avoir une meilleure stratégie au niveau de la santé, l'innovation, souveraineté technologique, donc réduire les essais précliniques, améliorer les taux de succès en clinique et en préclinique surtout, avec, comme vous le savez, des échecs actuellement de plus de 90% des molécules qui rentrent en clinique qui échouent suite aux tests chez l'animal, que ce soit l'efficacité ou la tox. Donc, et avec un effet collatéral qui est positif, c'est de diminuer les expérimentations sur les animaux. Derrière, bien sûr, l'idée, c'est de créer une nouvelle filière, donc de créer des emplois dans une filière d'excellence et de réduire les coûts de développement des nouvelles thérapies. Si on a moins d'échecs, on aura des meilleurs coûts à la fin. Donc, dans les livrables, il y avait une série de choses qui ont été mises en place. Nous avons créé différents groupes de travail. Donc, il y avait tout un travail sur l'identification et la cartographie des acteurs. On a essayé d'animer la communauté. Donc là, on parlait de webinaire. Ce webinaire, c'est le 5e. On en avait fait 4 en 2024. On a fait un workshop en début d'année. Certains d'entre vous étaient là. Et donc, c'est vraiment dans la continuité que ce webinaire permettra de présenter les principales avancées du livre blanc. On avait des travaux à réfléchir, on avait des réflexions en cours avec coordination des relations avec l'AIS. L'AIS est là aujourd'hui, avec l'ANSM, on a des discussions assez régulières. Création d'un livre blanc, donc ça c'est l'étape actuelle.
Et puis, synthèse et promotion de l'offre de formation. Donc, on en dira 2 mots sur qu'est-ce qui est possible de faire. Donc, rapidement, les acteurs, à ce jour, dans l'annuaire F3OCI, qui est aussi retrouvé sur le site BioVallée France, il y a 134 acteurs, 94 entités. On sait très bien qu'on ne couvre pas l'ensemble de la communauté. Il y a pas mal d'acteurs académiques qui ne sont pas forcément représentés. C'est un travail de longue haleine. Il y a d'autres annuaires qui existent, mais on essaye de réfléchir à comment optimiser exactement cet annuaire, avec une activité qui se répartit en développement technologique, développement de modèles, application du modèle biologique utilisateur et formation et éducation. Vous verrez qu'il y a plus le total des activités supérieures au nombre d'acteurs et d'entités. C'est normal parce qu'il y a des gens qui font plusieurs choses. L'autre point qui était l'animation de la communauté. Animation de la communauté, donc on a démarré en 2018 essentiellement sur les organes sur puce. Ensuite, on a commencé à réfléchir comment structurer la communauté, donc création d'un annuaire, identification des acteurs. Et puis, de fil en aiguille, on a fait un premier workshop donc, en février 2022. Ensuite, on avait pu, grâce aux différents contacts, notamment encore une fois, grâce à Jocelyne Berry et à Emmanuel Dequille, nous avons pu rencontrer l'AIS, on avait pu rencontrer la NSM, etc. Donc, on a pu avancer et on a pu avoir la chance d'être inscrit donc, dans le nouveau contrat stratégique de filière des industries de santé. Et donc, 4 webinaires organisés en 2024, communiqué de presse en 2024 pour la signature, pour le lancement du CSF. Et puis, on a présenté, Thibaut a présenté lors de Eurox à Milan la création de F3OCI, qui correspond à la filière. Alors, F3OCI, F3O pour Organoid and Organ on Chips. Et puis, donc, deuxième workshop national cette année, en 2025. Et puis, au-delà de ça, on a pas mal d'événements connexes. On a pu discuter avec la SGI, discuter avec différentes personnes. Donc, tout ça pour essayer de renforcer la filière et la structuration. Donc, le livre blanc, les grands points. Donc, Thibaut va vous donner une première aperçu des différentes lignes, enfin des grandes lignes. Comme je vous disais tout à l'heure, on a un certain nombre de pages, donc on ne va pas tout détailler. Mais donc, Thibaut, je te laisse la parole pour présenter les principales avancées du livre blanc. Donc, effectivement, le livre blanc qui est de travaux issus de plusieurs mois de réflexion, de récupération d'informations sous la base d'un forme push, c'est-à-dire que les informations ont été fournies par les personnes qui portaient les projets. Donc, comme le disait Jean-Dominique, c'est un travail à date qui ne représente pas forcément l'exhaustivité, mais nous sommes dans une dynamique de poursuivre l'identification de projets de façon à remonter les informations auprès des pouvoirs publics, l'AIS en font partie évidemment, et aussi pour pouvoir regarder une cartographie de l'avancée de la maturité des projets. Un petit rappel quand même au démarrage sur les organoïdes et les organes sur puce. Nombreuses personnes ici présentes savent un peu. Je rappelle que les organoïdes sont des modèles à base de cellules souches humaines qui vont s'auto-organiser dans un format avec des voies de différenciation vers des organes cibles, avec des limitations qui peuvent présenter en termes de taille, puisque au bout d'un moment, il y a de la nécrose qui se passe au milieu de ces organoïdes, manque d'oxygénation et de vascularisation, dans des organoïdes classiques non vascularisés, avec l'avantage d'avoir la présence de l'hétérogénéité des cellules qui sont présentes dans un organe. Les organoïdes qui sont plutôt des dispositifs qui viennent organiser de manière compartimentalisée différentes cellules entre elles pour former une fonction biologique. Donc, il existe aussi une sous-catégorie des organes sur puce, que sont les organoïdes sur puce, qui sont, vous l'avez compris, l'émergence entre des organoïdes, des types de cellules et les technologies pour les adresser. Aujourd'hui, effectivement, un moment qui est en train de se passer dans cette vague, avec une explosion des publications scientifiques, une explosion aussi de la reproductibilité, de l'accès aux cellules souches et donc de leur différenciation cellulaire par différentes voies. De nombreux travaux ont commencé, dont le livre blanc fait état et dont la France est quand même assez avancée, l'Europe aussi par rapport à d'autres continents. Avec évidemment supporté de manière très forte par les groupes académiques qui ont travaillé dessus depuis de nombreuses années, soutenus par des réseaux qui se structurent aujourd'hui comme Ribon, FR Bionet, pour justement standardiser et aller vers
pré-industrialisation d'accès notamment à des cellules type organoïdes, avec bien évidemment des applications clés que sont dans le concept l'accélération des phases précliniques en créant des modèles qui sont qui espèrent être plus translatables chez l'homme que les modèles animaux, et aussi qui permettent de prédire les outcomes cliniques des nouveaux candidats médicaments. On va aussi vers une utilisation de ces technologies pour de la médecine de précision, donc prendre des cellules de patients, de pouvoir faire des avatars de patients, comme on le dit, ou en tout cas des mini-organes de patients, pour trouver le meilleur médicament pour la condition dans un contexte d'usage donné. Et à plus long terme, on pourrait même aller vers de la médecine régénératrice et de la médecine personnalisée dans sa globalité. J'ajouterais qu'il y a un vrai moment qui est en train de se passer dans les technologies de microfluidical system qui englobe aussi les organoïdes, mais plutôt ce qu'on appelle très largement des NAMS, New Approach Methodologies en anglais, nouvelle approche méthodologique, avec une acceptation réglementaire qui devient de plus en plus forte, on va en parler juste après, et aussi une adoption de plus en plus poussée de la part des industriels pharmaceutiques, donc Antox principalement, parce que c'est là où il y a un besoin de remplacement du modèle animaux, principalement en première instance sur des unmet needs, donc des besoins non satisfaits, avec par exemple des douleurs induites des douleurs neuropathiques induites par des drogues, comme l'a précisé la FDA. Donc en tox pur, en efficacité aussi avec la médecine personnalisée pour faire des disease modeling, donc des modélisations de pathologie dans des contextes d'usage plutôt de modélisation et d'efficacité. Et pour aller plus loin sur des multi-organes connectés, donc là on est sur connecter soit des organoïdes entre eux, des assembloïdes d'ailleurs, on peut les appeler comme ça, ou des organoïdes sur puce connectés par des systèmes fluidiques avec ou sans flux par ailleurs. Avec des projets qui ressortent fortement liés au foie notamment, on va en parler juste après. Et avec une vision un peu plus long terme, moins industrielle aujourd'hui, plutôt soutenue en gros par le PEPR Médoc sur la médecine personnalisée et la médecine régénératrice. Alors comme je dis là avant, il y a un moment qui est en train de se passer littéralement maintenant, à la Commission européenne notamment, mais qui a été embrayé par la FDA depuis maintenant plusieurs années, comme vous pouvez le voir avec le Modernization Act 2.0 qui a quand même été signé en octobre 2022. Et s'en est suivi tout un tas d'actions soutenues par le NIH, et je le précise à dire, indépendamment de la politique américaine de santé publique, il y a de la résilience par la FDA à continuer ces programmes cadres, notamment avec la création récemment de centres de tests de méthodes alternatives aux États-Unis. C'est assez récent, je crois qu'il y a 2-3 mois. Donc, il y a une continuité de volonté de développer ces nouvelles approches méthodologiques par la FDA, notamment des roadmaps, et très centrées sur les unmet needs, comme je le disais tout à l'heure. J'ai eu la chance de rencontrer le nouveau FDA Commissioner qui, lui, croit beaucoup à ces nouvelles approches méthodologiques, soutient qu'il n'y aura pas de remplacement de modèles animaux d'ici à 20 ans, qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, mais avec une gradation des besoins qui sont leurs besoins, principalement en toxicologie. Une petite métrique qui m'a dit, lorsque je l'ai vu il y a quelques mois, il y a une dizaine d'années, le coût d'accès à un patient en clinique était à peu près entre 1 600 et 1 500 euros. Aujourd'hui, il est plutôt à 15 000 euros. Donc, il y a une vraie volonté de la part de l'industrie pharmaceutique, indépendamment des régulateurs, de capitaliser sur ces nouvelles approches méthodologiques, et notamment avec la crise du primate non humain, l'accès aux primates non humains qui est de plus en plus difficile. Très récemment, il y a eu aussi un engouement sur l'acceptation réglementaire de ces nouvelles approches méthodologiques par l'Office japonaise de régulation, le PMDA, qui a publié le 15 septembre 2025 sa roadmap de phasing out d'utilisation de modèles animaux, et jusqu'à suivre un peu les recommandations de la FDA, d'accepter à partir du 15 septembre 2025 des soumissions CTA, une soumission préclinique clinique, uniquement basée sur des nouvelles approches méthodologiques.
et ce qui en est suivi un engouement de la part de l'industrie japonaise pharmaceutique. Et encore une fois, très récemment, l'Angleterre, je crois il y a un petit peu moins d'un mois, qui a publié sa roadmap pour phase out les animaux, les phase out, réduire l'utilisation d'expérimentation animale d'ici à 2030, en suivant la roadmap et les indications de la FDA. Donc, cet engouement mondial suit un peu les précurseurs que la FDA, et la Commission européenne devrait voter positivement une réglementation européenne pour l'usage d'animaux dans les soumissions réglementaires précliniques à cliniques, en obligeant les industriels à utiliser des méthodes alternatives dans le cas où il n'y a pas de modèles animaux qui ne sont pas satisfaits. C'est une obligation, ça va être un règlement européen, donc applicable directement dans le règlement français. Obligé d'avoir au moins un modèle alternatif s'il n'existe qu'un seul modèle animal qui satisfait les besoins réglementaires, et fortement recommandé l'utilisation de modèles alternatifs s'il n'existe plus que 2. Donc c'est vraiment un moment qui devrait être voté d'ici quelques jours, avec une opportunité pour la France de saisir ce moment européen, d'intégrer et de faire des fortes recommandations, en tout cas pour les industriels qui vont se trouver un peu peut-être déboussolés par cette nouvelle règle, et donc d'avoir accès à des modèles alternatifs très rapidement pour éviter de bloquer les soumissions réglementaires. Je rajouterai à ça qu'au niveau Europe, la structuration des filières est assez jeune, hormis la filière néerlandaise qui est, on peut le dire, un peu plus mûre que la filière française que nous portons. Il est important et urgent que l'on communique tous ensemble de façon à qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette dans la continuité des soumissions réglementaires, des soumissions cliniques. En France, nous avons un écosystème qui est basé sur le livre blanc et les projets recensés. Nous avons un écosystème qui est très dynamique, une recherche académique de très haut niveau portée par l'ensemble des acteurs, INSERM, CNRS, CEA et les CHU évidemment, avec une identification et une volonté très forte de la part du PPR Médoc d'investir dans des projets. Je crois que les résultats de la première vague du PPR vont arriver dans quelques temps, donc nous sommes tous impatients de voir les projets qui ont été sélectionnés. Et au-delà de ça, d'un réseau hospitalo-universitaire aussi qui commence à se structurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec Ribon, FR Bionnet et d'autres actions qui aujourd'hui émergent, avec quand même un constat d'une multitude d'actions qui se sont accélérées ces dernières années, et le besoin quand même de fédérer, avec le constat que l'industrie pharmaceutique ne sait pas trop où aller, auprès de se tourner pour pouvoir faire des projets partenariaux. Depuis maintenant une petite dizaine d'années, un peu plus pour certains acteurs, une émergence d'acteurs industriels, start-up, qui investissent souvent des technologies qui sont issues des centres de recherche, des spin-offs, dont on a répertorié, on espère, l'ensemble qui se trouve représenté dans le livre blanc. Je dirais, juste pour finir, je dirais que par rapport au reste des pays européens, nous sommes pas mal par rapport à la moyenne. En termes de recherche académique, je ne me permettrai pas de juger, mais évidemment, je dirais qu'on est les meilleurs. Par contre, très stricto sensu en termes de recensement, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie et même en Suisse, nous recensons le plus d'entreprises identifiées comme appartenant à l'écosystème Organes sur Puce. Les défis actuels que l'on remarque, comme je l'ai dit, le manque de coordination et de visibilité nationale à la fois de représentativité vers les pouvoirs publics pour remonter les besoins, d'où la filière, mais aussi d'identification de l'écosystème pour répondre aux besoins industriels pharmaceutiques, et d'avoir ce double penchant, représentation pharmaceutique versus producteurs et fournisseurs d'organes sur puce versus les instances réglementaires, que ce soit d'ailleurs ANSES, ANSM et toutes les autres, les interlocuteurs. Donc, il est important d'apporter une structuration encore plus visible que la filière que nous portons avec Jean-Dominique, nous en parlons tout à l'heure sur les recommandations. Des ressources de cellules cellulaires dispersées, avec des accès à des centres hospitalo-universitaires dont les banques et les CBU sont
pas forcément uniformisé en termes de conditions d'accès ni en termes de qualité de reproductibilité des biopsies ou des organoïdes qui seraient potentiellement produites. Souvent, on constate que des projets sont souvent montés en partenariat entre les hôpitaux, entre les centres hospitaliers universitaires et des centres de recherche qui vont après fournir potentiellement aux industriels de tout type. Donc, il n'y a pas d'accès direct à la source, ça passe forcément par un tiers académique et donc ça peut ralentir. Ce constat ralentit le process d'accès à des cellules hétérogènes. On parlera après du cadre réglementaire qui est encore flou, avec un circuit où le serpent se mord la queue, excusez-moi l'expression, avec les réglementaires qui sont plutôt ouverts à regarder les données qui sont générées par ces nouvelles approches méthodologiques et les industriels qui attendent que les réglementaires regardent pour pouvoir investir. Donc, il y a une espèce de boucle qui se crée avec les industriels, ou en tout cas les personnes intermédiaires qui attendent un peu que quelque chose se passe. Donc, il y a pour le coup une opportunité avec les règlements et le momentum institutionnel qui se passe de casser un peu cette boucle. Un besoin accru de standards et de formation, on en a parlé notamment avec une multitude de plateformes qui se déploient, beaucoup de plateformes qui sont issues du monde académique aussi, qui n'ont pas forcément des capacités ou des réflexions d'industrialisation par la suite. Donc, il y a un peu un espèce de gap entre lorsque les industriels choisissent une plateforme, ils ont un peu du mal à choisir une plateforme qui n'est pas forcément industrialisée, et aussi du mal à former le personnel chez eux. Donc, en tout cas, ce qui est remonté, c'est qu'il y a des besoins de formation de personnel industriel. On a de la formation clairement par tout ce qui est doctorat. Il y a beaucoup de doctorats qui sont faits dans les organes sur puce, mais il faut faire de la formation aussi continue auprès des industriels et auprès aussi des chercheurs académiques qui, on l'a vu dans certaines, notamment avec l'Agence de programmation de la santé, beaucoup de besoins qui sont remontés en termes académiques pour utiliser les organes sur puce, mais peu de formations qui permettent de pouvoir engranger directement des programmes de recherche. En dehors comme je vous l'ai dit, la boucle qui peut être cassée avec un besoin d'un financement et d'une vision globale qui serait partagée par les industriels et par les instances réglementaires et par le monde académique, avec des projets pilotes qui seraient financés en globalité, ce qui permettrait en tout cas, selon notre montée d'études, d'engranger plus de partage d'informations entre les informations privées des industriels et la validation de ces systèmes. Il y a, comme je l'ai expliqué, il y a un besoin de se rapprocher de nos partenaires européens, parce que ce qui émerge globalement, c'est que on ne pourra pas convaincre des industriels pharmaceutiques qui sont mondiaux, mais qui peuvent être implantés en Europe, de soumettre des dossiers réglementaires en Europe prioritairement, et pas que aux États-Unis ou à la FDA ou en Chine. Il faut le dire aussi qu'il y a des standards qui émergent en Chine. Et donc, il est important que les filières et les acteurs puissent parler entre eux, interpays. À ce titre, nous allons créer la filière européenne des producteurs d'organes sur puce dans quelques jours. Cela sera annoncé. Et bien évidemment, un accès à la sécurisation des ressources biologiques européennes. Ce qui remonte, c'est qu'on ne peut pas demander aux industriels pharmaceutiques de faire des cohortes européennes s'il n'y a pas des cohortes européennes cliniques, s'il n'y a pas des cohortes européennes précliniques. Donc, l'accès aux cellules industrielles devient un danger pour l'Europe, qui pourrait potentiellement utiliser l'ensemble de des organes sur puce sur des standards qui ne sont pas européens. Et en Europe, nous avons la chance de prôner la diversité, de l'hétérogénéité de l'accès aux cellules comparé à d'autres pays. Le cadre réglementaire est en train de se créer. Il ressort aussi qu'un manque de communication, même avec les instances nationales, et d'ailleurs, c'est pas que dans le livre blanc, c'est global au niveau Europe. Il est important de faire
que l'EMEA pousse les différentes instances réglementaires à se normaliser entre elles pour avoir une attitude commune, un peu comme ce qui s'est fait dans le projet PARC, dont l'ANSES est porteur, projet PARC financé par la Commission européenne, qui vient justement fédérer l'ensemble des acteurs, des instances nationales dans l'évaluation chimique et agroalimentaire notamment. C'est quelque chose qui manque en tout cas au niveau pharmaceutique. Importance aussi, et ça c'est ce qui est remonté, je vous le disais tout à l'heure, des industriels pharmaceutiques à y voir plus clair et sur avoir des produits et des méthodologies qui puissent être transférés beaucoup plus facilement chez eux. Les industriels pharmaceutiques considèrent que ce n'est pas leur travail, en tout cas que le risque est trop avéré, si il n'y a pas des méthodologies qui sont facilement intégrables dans leur chaîne de production. Donc là, il y a un fossé qui potentiellement est visible entre les technologies absolument incroyables qui sortent des laboratoires académiques et les technologies industrielles. Et là, il y a un gap. On sait que le CEVA, bien évidemment, participe à combler ce gap, mais il est important aussi que le tissu industriel de PME, de start-up puisse combler le gap pour donner des solutions prêtes à l'emploi intégrables aux industriels pharmaceutiques. Ce qui rejoint aussi la création de standards avec la participation de la France et des filières, des différentes filières d'ailleurs, vers se rapprocher de l'AFNOR ou des commissions de standardisation et qui ne soient pas que gérées par les académiques, mais aussi en impliquant les industriels pharmaceutiques et industriels de production. Bon, j'ai été un peu long sur cette première partie, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Je vais parcourir maintenant les résultats qui sont issus des projets. Donc, comme vous le voyez, et beaucoup de recherches qui sont concentrées dans des grands pôles, un nombre d'acteurs quand même assez intéressants qui, encore une fois, qui ont répondu à l'appel à manifestation de témoigner les projets, à peu près une homogénéité entre les projets organoïdes et les projets organes sur puce, avec une émergence des programmes organoïdes sur puce, avec des centres qui sont à peu près identifiés. Plusieurs types d'organes qui émergent. Donc, beaucoup de systèmes nerveux central. Les trois premiers sont le système nerveux central, foie et intestin, avec après un gap qui est un peu plus important, qui sont adressés par l'ensemble des projets. Et des projets multi-organes aussi qui commencent à voir le jour. Système nerveux central couplé au système nerveux périphérique, système nerveux central, système nerveux vasculaire, peau, œil et peau, système nerveux périphérique. Une répartition par pathologie, donc cible, par type à la fois type et type d'organoïde. Vous voyez, donc on a essayé de les classer par ordre d'importance de nombre de projets. Évidemment, l'oncologie prédomine, avec après le deuxième indication, les maladies neurologiques, les maladies infectieuses. Maladies infectieuses, maladies inflammatoires, cette répartition, je précise, a été faite par contexte d'usage. Donc, il n'y a pas forcément l'utilisation dans un vaccin ou quoi que ce soit. Ce sont des répartitions à peu près globales. Et après, avec des contextes d'usage qui sont un peu moins représentés en France. Beaucoup d'industriels pharmaceutiques recherchent ce type de projets, en tout cas qui ont été reportés. On note aussi, il est important de le noter, l'utilisation dans la recherche vétérinaire et dans la recherche en dermatocosmétique. Je dis bien dermatocosmétique, la recherche cosmétique est aussi adressée. Ce sont des pans d'activité qui sont non négligeables dans un contexte One Health notamment, qui prend beaucoup d'essor. Et on voit quelques émergences d'organoïdes de plantes, notamment sur tous les pesticides alimentaires. Nous avons proposé dans le cadre de ce livre blanc une méthodologie de classification de ces projets en analysant leurs axes de maturité. Alors, cette proposition de méthodologie est tout à fait nouvelle, unique à la filière française, proposée d'ailleurs aux autres filières internationales. Nous avons donc fait le choix de classer par ordre de maturité système, c'est-à-dire plutôt d'un point de vue technologique, la maturité biologique en fonction de s'il y a effectivement l'hétérogénéité des cellules et qu'il y a une reproductibilité et de batch par batch jusqu'à l'industrialisation, et une maturité dans le contexte d'utilisation. Si, par exemple, si un organoïde modélise juste un disease model sans forcément contexte d'utilisation pour répondre à une question réglementaire donnée, c'est là plutôt un minimum, plutôt que si c'est très identifié dans un contexte réglementaire.
Et je remercie, là, pour le coup, vraiment activement Serge Roux, qui a été à l'initiateur, qui est chez Netri, de cette méthodologie, qui a été assistée par plus de 40 personnes, dont je remercie bien évidemment le travail profond qui a été fait sur cette méthodologie. Donc, l'idée, c'est de pouvoir représenter dans un espace tridimensionnel, avec les 3 axes, là où se positionne un projet, de façon à ce qu'on puisse regarder là où est-ce que nous devrions mettre des efforts pour arriver à des démonstrateurs industriels pour passer vers une adoption de masse. Donc, la carte en tant que telle ici n'est pas très probante. On fait des zooms après. Par contre, elle sera disponible sur le site de F3OCI en zoom et en rotation, ce qui permet d'aller plus dans la profondeur de l'analyse. Donc concrètement, là, on fait des analyses 2 par 2. Ce qui ressort, c'est que l'axe biologique fait ressortir des projets qui ont des maturités à la fois très faibles, mais à la fois très fortes. Donc, vous avez par exemple, en maladie cardiovasculaire, vous avez des modèles biologiques qui sont très avancés en termes de reconnaissance de l'utilisation par les industriels pharmaceutiques. Il y a encore des efforts à faire, notamment où est-ce qu'on voit une disparité entre le nombre de projets qui sont utilisés en cancer versus la maturité biologique des cellules qui sont adressées. Typiquement, ça peut donner des voies d'inspiration pour investir dans un modèle, dans un contexte d'usage donné et dans la biologie particulièrement. En termes de maturité d'usage, donc là, c'est vraiment quels sont les contextes d'usage qui sont prêts à être poussés en instance réglementaire. Vous avez, pareil, des disparités assez fortes, mais les maladies digestives qui sont très représentées. Les maladies cardiovasculaires, pour le coup, on a des modèles biologiques qui sont très forts, mais dont le contexte d'usage est un peu moins avéré. Et par contre, des maladies, en termes de maladies de la peau, qui sont beaucoup plus importantes, de manière avancée, de manière plus importante. Ce qui s'explique par les avancées de l'industrie cosmétique et dermatocosmétique, avec les régulations qui ont changé il y a depuis maintenant plus de 15 ans pour ne plus utiliser de modèles animaux. Enfin, en axe de maturité système, donc là, on voit quand même beaucoup plus d'axes qui sont mûrs, ce qui veut dire qu'en France, on a beaucoup investi dans les technologies. Notamment, vous voyez un cas d'usage qui est très générique sur de la toxicologie, avec pas mal de projets qui sont représentés, mais qui ont besoin encore d'être poussés. Mais globalement, on constate une maturité technologique globale assez forte, ce qui suggérerait que, en termes d'orientation globale stratégique, il serait important d'affiner les contextes d'usage, puis la biologie, pour s'asseoir sur des technologies qui sont aujourd'hui plutôt matures et transférées à l'industrie. Je vous laisserai apprécier la totalité des graphes qu'on a repartés dans le livre blanc à votre interprétation aussi. Ce qui ressort globalement de cette analyse, c'est qu'en termes de contexte de différentes pathologies cibles, avec des 3 niveaux qui sont globalisés, standardisés, commercialisés, validés, prêts à produire, ou vérifiés ou caractérisés avec une gradation. En biologie, on a clairement la cancéro qui est plus avancée, puis enfin cardio et métabolique et rénale. En cas d'usage, ça s'explique aussi par l'avancée de la dermatocosmétique, la dermatologie qui est le plus avancée, la neurologie et tout ce qui est digestif. Et sur le cas système, la tox globale est la plus avancée, ce qui peut s'entendre puisque la tox aujourd'hui a été longuement priorisée par les industriels pharmaceutiques. Donc, il y a eu plus de systèmes qui ont été poussés, ou en tout cas créés et industrialisés et transférés vers l'industrie, cardiologue et pathologue et pancréas en termes de système. En conclusion, nous avons un écosystème qui est très fort, qui est encore pas assez soudé et intégré pour répondre à une demande croissante de la part des industriels pharmaceutiques, mais aussi des instances réglementaires qui globalement cherchent à s'insérer dans ce cycle d'acceptation et qui ne peut pas se permettre de ne pas être présent. Donc, il est important de jouer sur nos forces, de consolider nos faiblesses. Jouer sur nos forces étant d'investir principalement dans les contextes d'usage qui sont les plus proches à être acceptés réglementairement et à être acceptés industriellement par les industries pharmaceutiques.
Et je laisse Jean-Dominique préciser l'état des lieux sur les cellules et les organoïdes. Merci Thibault. Juste une petite précision par rapport au panorama. Comme l'a précisé Thibault au début, on ne prétend pas couvrir l'ensemble des acteurs français, vu que, comme on l'a précisé, ce sont les gens qui ont bien voulu répondre à l'enquête, qui a duré une année. Donc, rien qu'avec cet échantillonnage, on est déjà bien. Alors, vous imaginez si tout le monde avait répondu, comme on aurait pu avoir une super représentation de ce qui se fait en France. Dans les autres groupes de travail, en dehors du panorama, il y avait effectivement état des lieux de l'accès aux cellules et organoïdes. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces informations, sachant qu'elles ont été un peu présentées par Thibault. Donc, les problématiques qui ont été identifiées, c'est réglementation éthique, un cadre complexe, avec forcément, il y a la partie accès aux cellules, consentement hétérogène entre hôpitaux, manque d'expertise juridique et nombreuses zones grises. Donc ça fait partie des choses qu'il faudrait essayer d'améliorer. Ressources biologiques et identification difficile. Il y a beaucoup d'initiatives. On a parlé tout à l'heure de Ribon, qui est quelque chose qui est bien avancé, mais ce n'est pas encore complètement intégré partout. Il y a aussi Ferbionet, dirigé par l'INSERM, qui devrait aussi permettre d'avoir un meilleur accès, meilleure harmonisation des ressources biologiques. Ensuite, les besoins des utilisateurs. Donc, il n'y a pas de guichet unique. Comme on le précisait tout à l'heure, recours fréquent à des fournisseurs étrangers, notamment pour les industriels. On commence à initier une diffusion coordonnée toujours via Ribon, mais il faudrait une coordination entre tous ces organismes, Ribon, FR Bionet, France Biotech, Ingestem, etc., pour s'assurer que les personnes qui ont besoin de cellules pour pouvoir mettre en place des organes sur puce ou des organoïdes puissent avoir accès à ce genre de choses. Ensuite, les accès, des freins opérationnels, les circuits cliniques dédiés, ça dépend où vous vous situez. On n'a pas au jour d'aujourd'hui de système prêt à l'emploi pour les industriels. Production et caractérisation coûteuse, les modèles ne sont pas forcément valorisés et la l'API est parfois encore un peu floue. Et puis, il y a les parties données cliniques associées qui sont aussi un problème dans la mesure où les données ne sont pas forcément toutes enregistrées dans les mêmes formats. Il n'y a pas d'interopérabilité entre les différentes, les hôpitaux, les CRB, etc. Donc, besoin d'outils de collecte automatisée, coordination. Donc, il y a des choses qui existent, il y a des initiatives qui ont démarré, mais il y a encore des choses à faire pour arriver à avoir quelque chose qui soit utilisable, notamment pour les industriels. Donc, nécessité d'harmoniser, simplifier et coordonner au niveau national. Au niveau des enjeux réglementaires, on en a aussi un peu évoqué les différentes problématiques. Donc, c'est des choses qui bougent énormément. Donc, c'était pratiquement la partie la plus dure à mettre à jour dans le livre blanc, sachant que dans les derniers mois de la rédaction du livre blanc, on a eu quand même beaucoup d'initiatives au niveau national et qui se sont mis en place. Donc, le cadre réglementaire n'est pas toujours bien défini, notamment le statut juridique des organoïdes, organes sur puce, notamment organes sur puce. Est-ce que c'est un DM? Est-ce que c'est un outil de recherche? Est-ce que c'est un élément du corps humain? Des standards qui ne sont pas forcément déjà mis en place. On a un problème, comme vous le savez, les standards ils sont discutés au niveau de la FNOR. Et donc, en France, il y a des commissions qui ont été mises en veilleuse. Donc, c'est un peu des problématiques qu'il faut essayer d'avancer, sur lesquelles il faut essayer d'avancer. Accès complexe aux échantillons. Donc, ça, c'était les deux gros travails ont travaillé en parallèle. Donc, forcément, il y a des informations redondantes entre l'accès aux cellules et puis la partie enjeu réglementaire. Donc, là, on redit la même chose, accès complexe aux échantillons donnés. La qualité, comment on fait faire des critères de qualité pour définir la qualité d'un organe sur puce aussi? Est-ce qu'il y a la partie morphologie, complexité cellulaire, transcriptome, métabolome, etc. Une validation multitechnique et aussi interlabo, indispensable. Donc, ça fait partie des choses qui sont très importantes, qu'il y ait des cross-validations entre les différents labos, voire des industriels, et des normes de validation qui doivent être stabilisées. Et enfin, l'acceptation réglementaire pour l'usage de ces organes sur puce. Alors, en préclinique, il n'y a pas besoin forcément de trop de validation réglementaire. Donc, les industriels pharmaceutiques, tels qu'on a pu discuter avec eux, utilisent déjà les organoïdes, organes sur puce, pour faire de la recherche. Mais en préclinique, notamment tox, préclinique ou en clinique, là, ça devient très compliqué et ce n'est pas encore complètement stabilisé.
Et les défis qui restent, en plus de cela, c'est la conservation de modèles à haute valeur ajoutée, parce qu'il faut des biobanques robustes pour pouvoir refaire les mêmes manips, notamment si vous avez de la tox réglementaire, il faut pouvoir s'appuyer toujours sur les mêmes modèles. Des partenariats et des MTA adaptés, et puis des enjeux d'équité d'accès, harmonisation, éviter que ces organes sur puce organoïdes ne soient réservés qu'à une certaine partie de la population. Dernier point, sur les formations, on l'a aussi évoqué, donc forte montée en puissance, donc besoin de compétences. Actuellement, l'offre est dispersée. Il y a des écoles d'été, il y a des workshops, il y a des unités de valeur dans certaines universités. Les enjeux, ce serait de structurer une filière nationale et en utilisant les offres sous Calliope pour répondre aux besoins des étudiants, des techniciens, des ingénieurs, des industriels qui ont besoin de former leur personnel, avec comme recommandation de renforcer les fondamentaux en formation initiale, avec bio, microfluidique, data, éthique, pratique, culture, imagerie. En continu, je ne sais pas qui a changé les diapos. Intégrer l'IA, la bioimpression, dans toutes les nouvelles technologies et s'appuyer bien sûr sur ce qui existe actuellement. Donc Ribon a mis en place des choses, mais il y a aussi le PEPR Médoc qui fait des écoles, le GDR organoïde, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui existent. Encore une fois, l'idée, ce serait de coordonner toutes ces différentes initiatives. Donc voilà, ce livre blanc, l'ensemble des données ont été présentées. Donc juste peut-être une chose qu'on a peut-être oublié de faire, Thibaut, c'est de remercier Edith Filaire qui a passé beaucoup de temps à concrétiser, à compiler toutes ces données qui ont été fournies par les différents groupes de travail et qui a permis de mettre un peu en place les différents éléments du livre blanc. Donc, les différentes recommandations que l'on peut sortir de ce livre blanc, donc effectivement, on l'a dit plusieurs fois et je pense que ça va être redit encore, c'est la mise en place, la preuve de cas pilote et de financer des plateformes pilotes. Donc, on est vraiment dans comment valider ces méthodes en finançant des cas pilotes. Et puis, créer des biobanques industrielles, hubs de production et catalogue national. Thibaut, je te laisse pour le deuxième point. Ton micro est coupé, Thibaut. Merci. En termes de, nous avons donc trois nouvelles recommandations en réglementation qui a été processus. Donc, avoir un guichet national unique aligné avec les directives de l'MEA et de l'URL ECVAM, que sont des entités portées par le MEA qui sont les points d'entrée pour faire évaluer les nouvelles approches méthodologiques. Application obligatoire du GIMVIMP, donc du l'STE et de la certification nationale dans le cadre de faire accélérer l'acceptation réglementaire par les industriels pharmaceutiques et bien évidemment faire avancer les coopérations publiques-privées, notamment académiques, hospitalo-industrie, pour la médecine personnalisée, mais aussi pour l'acceptation réglementaire des organoïdes, des organes sur puce. Et enfin, la structuration de la gouvernance. Donc, nous aimerions pouvoir poursuivre le contrat stratégique de filière dans le nouveau cadre réglementaire de financement 2026-2032, de façon à poursuivre ces règlements et proposer un plan d'action qui serait basé sur les recommandations du livre blanc et de la filière, et de pouvoir faire en sorte qu'une formation du patient à la puce, ou en tout cas organoïde d'organes sur puce, puisse être partie de Calliope. Et en espérant que la filière puisse faire partie du leadership de l'ECE d'ici à 2028 pour, on le rappelle, vous représenter les intérêts nationaux. Bon, en termes de livre blanc, encore une fois, merci à toutes et tous les contributeurs. Ça a été une expérience formidable. Je pense que nous allons continuer avec Jean-Dominique. On va essayer en tout cas de fédérer cette filière. N'hésitez pas à nous faire remonter, à vous faire identifier et à venir parler avec nous. C'est important parce que nous ne pouvons pas aller chercher tout le monde. Donc, si vous avez des remontées, n'hésitez pas à nous les faire part. Et je laisse la parole à Anne et à Agathe, qu'on remercie encore une fois pour leur présence. Merci beaucoup de nous avoir offert l'opportunité de présenter les soutiens publics dans le cadre des organoïdes et organes sur puce. Vous m'entendez bien? Oui. Très bien. C'est bon, parfait. Vous passez à la slide d'après, s'il vous plaît. Slide suivante également. Donc là, je vais brièvement vous rappeler le dispositif France 2030 qui apporte un soutien à ce domaine. Donc France 2030, c'est
Alors, France 2030 est piloté par le secrétariat général pour l'investissement qui est placé sous l'autorité du Premier ministre et l'Agence de l'innovation en santé est rattachée au SGPI pour assurer la cohérence et le suivi de la politique d'investissement de l'État. Donc, à travers le déploiement de ce plan, ça permet de capitaliser sur les acquis des programmes d'investissement précédents. Et donc, France 2030 intègre le pays à 4 et dépasse ses ambitions et ses moyens. France 2030, c'est 54 milliards d'euros investis sur 5 ans, avec 10 objectifs, 5 conditions que vous pourrez retrouver, je ne vais pas m'étendre là-dessus, et 50% des crédits alloués à des acteurs émergents, start-up, et 50% à la décarbonation. Ce qui est important de savoir, c'est que France 2030, ça a une double approche, une approche verticale, c'est-à-dire avec des stratégies d'accélération, et on va en reparler, parce qu'il y a notamment la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction, dont Anne Jouvenceau est la coordinatrice. Et il y a également une approche qui est horizontale. Donc, l'approche qui est verticale, c'est une approche qui est plus top-down. C'est des thématiques qui ont été identifiées au niveau de l'État, tandis que l'approche horizontale, c'est des appels à projets qui sont structurels, où là, c'est un dispositif de soutien tout secteur. Et ce qui est important, c'est de savoir que ces doubles approches, ça permet des investissements dans l'innovation sur tout le continuum de développement de l'innovation. Donc, depuis la recherche jusqu'à l'industrialisation, avec cette phase critique qu'on peut appeler la vallée de la mort dans des TRL qui sont intermédiaires. Si on passe à la slide suivante et on fait un focus sur la verticale santé, c'est près de 10% du budget de France 2030, avec 43% du budget qui est fléché. Et c'est ces fameuses stratégies d'accélération que je vous mentionnais. Donc, vous les voyez sur la figure qui est à gauche. Et donc, il y a notamment la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction qui soutient plusieurs projets dans les organoïdes et organes sur puce. Et après, il y a près de la moitié du budget, pour le coup, qui concerne un bloc de dispositifs variés, allant de la recherche, avec les IHU, les blockbusters, jusqu'au premier déploiement industriel, tels que les PIEC. Et les 3 opérateurs qu'il est important de citer, ANR, BPI et la Banque des Territoires. Donc ça, c'est pour un peu poser le cadre de France 2030. L'AIS donc, est rattachée au secrétariat général pour l'investissement et est en charge de piloter les investissements dans le domaine de la santé. L'AIS, c'est une quinzaine de personnes, donc réparties en pôles, pôle accélération, accompagnement, les fameuses stratégies d'accélération et le pôle prospective. En rouge, vous voyez, donc, et d'ailleurs, le directeur général est Charles-Édouard Escura. En rouge, il y a 3 personnes, parce que ce sont 3 personnes qui travaillent sur les organoïdes et organes sur puce au sein de l'AIS. Donc, au niveau de la prospective, donc moi, je suis responsable de la prospective et donc il y a une réflexion qui est menée sur comment aller plus loin, comment voir au-delà dans ce domaine-là. Il y a Anne Jouvenceau qui est la coordinatrice de la stratégie d'accélération biothérapie, bioproduction. Et il y a Benoît Labarthe qui est responsable de Tech Transfert Recherche dans lequel s'insèrent les PEPR. Donc, ça permet toujours d'avoir ce continuum du développement des innovations. Si on va à la slide suivante, ça, je ne vais pas m'étendre non plus, c'est la feuille de route de l'AIS et on voit que dans l'axe, il y a 5 axes. L'axe anticipé, les organoïdes et organes sur puce ont été identifiés comme une thématique prioritaire d'étude pour l'Agence de l'innovation en santé. J'ai également mis en rouge investir parce que c'est aussi une thématique d'investissement pour l'AIS, pour le SGPI et donc le plan France 2030. Si on va à la slide suivante, donc France 2030 et l'AIS apportent un soutien dans le domaine des organoïdes et des organes sur puce, depuis la recherche fondamentale jusqu'à l'industrialisation. Là, vous voyez un petit peu les différents dispositifs qui existent. Ce qui est plus intéressant, c'est la slide suivante, où là, on voit les projets qui ont été soutenus dans ce domaine-là. Donc, il y a notamment le PEPR exploratoire MEDOC, également le PEPR BBTI, le RHU Organomics. Donc, ça, c'est sur des phases qui sont plutôt amont. Pour des projets, des AAP qui soutiennent des projets innovants. Donc, il y a le projet BioDiamond, il y a le projet Apollo 2, le projet Organoprédictive. Et enfin, sur des phases qui sont plus industrialisation, il y a le projet Axon, qui est un AAP première usine. L'ensemble de ces projets, c'est un soutien qui est à hauteur de un peu plus de 70 millions d'euros. Enfin, quand on passe à la slide suivante, et comme ça, on va laisser du temps aux questions, au-delà du soutien financier qui est apporté par
par France 2030 et par l'AIS, il y a un soutien à la structuration de la filière. Et là, ça dépasse France 2030 et l'AIS, il y a un soutien de l'État, avec, comme vous l'avez mentionné, la mesure du comité stratégique de filière santé avec le projet 14, où vraiment les organoïdes et organes surplus ont été identifiés comme une action. Et là, c'est vraiment une reconnaissance du potentiel stratégique et structurant de ce domaine pour l'industrie en santé. Et dans le cadre de la démarche prospective, donc on assure bien entendu une veille sur la dynamique internationale. On est extrêmement vigilant aux avancées qui se passent au niveau en Angleterre, bien sûr, au Japon. On suit de très près ce qui se passe au niveau de l'EMA. On sait qu'il y a des éléments qui sont très attendus, comme la publication des critères d'acceptation, notamment pour les modèles de foie sur puce et de cœur sur puce. On suit ça de très près au niveau Europe parce qu'on sait qu'après, il y a voilà, ça cascade au niveau national. On a également des échanges qui sont des très bons échanges avec l'ANSM. Donc, on s'assure aussi d'avoir un bon maillage au niveau national. Et actuellement, on mène une réflexion sur les moyens qu'on serait en mesure de mettre en place pour pouvoir valider des modèles d'organoïdes et d'organes sur puce, tant en préclinique qu'en clinique. Donc, on a une réflexion sur un projet de démonstrateur. On ne peut pas aller plus loin à ce stade, mais on espère que… donc, c'est une réflexion d'ailleurs qu'on n'a pas du tout en interne uniquement à AIS, mais qu'on mène en collaboration avec l'écosystème et notamment les pilotes du CSF pour essayer de voir en fait quels sont les trous dans la raquette qu'on peut soutenir avec les différents dispositifs qu'on a dans nos mains pour pouvoir avoir cet effet levier. C'est vraiment ça. L'AIS, c'est de la coordination et de l'impulsion au niveau interministériel. Donc voilà, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions. Merci Agathe. Merci Agathe. Bon, Mais me retourne. Je t'en prie Jean-Dominique. Oui, donc comme vous avez pu le voir rapidement et que vous le verrez mieux dans le détail si vous avez eu le plaisir de lire le livre blanc qu'on peut télécharger sur notre site. Je pense qu'à la fin, vous aurez un pictogramme qui permettra de télécharger le livre. Donc, on a des atouts pour devenir un leader européen des modèles biomimetiques, hein, même si on n'est pas les premiers. Comme le rappelait Thibault, la Hollande est partie il y a assez longtemps. Mais en termes d'excellence scientifique, d'infrastructures technologiques, savoir-faire et la volonté, vous avez pu voir, elle est là. Donc, on a tout ce qu'il faut pour le faire. Le livre blanc, on essaye d'avoir fait une feuille de route assez claire pour consolider notre souveraineté sanitaire et technologique, tout en répondant aux exigences éthiques et environnementales, ce qui fait partie des critères dans le CSF, et de créer une filière nationale intégrée et compétitive. Donc, ces technologies permettent de redéfinir la recherche biomédicale pour améliorer la santé, la science et la souveraineté. Et donc, les mots de la fin, c'est… Donc, nous espérons, voilà, comme dit Jean-Dominique, le livre blanc est disponible. N'hésitez pas à nous contacter pour vous faire identifier, que ce soit des projets académiques, des projets industriels, des projets même de start-up, de création d'entreprise. Et si vous avez un doute, mieux vaut en parler. Il y avait quelques questions qui sont venues, même si c'était des tumoroïdes, évidemment, cela en fait partie. Et l'idée, c'est de continuer ces travaux qui ont été mis en place de façon à faire un outil de veille annuel sur les acteurs, sur les projets. On ne fera peut-être pas un livre blanc toutes les années, ça, je pense que ce ne serait pas le cas. Mais par contre, on va continuer à faire cet outil qui sera mis à votre disposition et surtout mis à disposition des pouvoirs publics, entre autres avec notre correspondant principal qui est l'AIS, évidemment avec la NSM, et même remonter à un niveau plus international pour qu'on se positionne et surtout qu'on puisse remonter aussi au pouvoir politique des engagements et des volontés collectives qui pourraient faire évoluer la législation dans certains aspects et aussi même sur la scène internationale, que la France puisse être portée au même niveau. Et comme je dis souvent, que nous ne fassions pas imposer des régulations qui ne corespondraient pas à nos envies collectives ou nos besoins collectifs. Donc, il est important et urgent qu'on se manifeste maintenant. C'est pour ça que nous proposons avec Jean-Dominique de poursuivre les travaux au sein du contrat stratégique de filière. Nous appelons les personnes qui souhaiteraient participer à cette élaboration de cette feuille de route, de cette proposition que nous allons faire en mai prochain au contrat stratégique de filière, et potentiellement de venir rejoindre
la création d'un centre national des nouvelles approches méthodologiques, ce que nous recommandons d'un livre blanc, en tout cas peut-être pas tout de suite, mais de pouvoir fédérer un ensemble d'acteurs industriels, académiques, institutionnels, de façon à pouvoir en tout cas faire un guichet unique, de remonter les besoins et d'adresser surtout les besoins qui sont essentiels pour développer des médicaments plus vite, moins chers et plus souverains. Merci à vous toutes et tous, et je pense qu'on Non, peut c'est vrai, avoir quelques oui. minutes pour les questions. C'est vraiment très important de venir participer parce que jusqu'à présent, on a toujours essayé de faire quelque chose de collectif. On a fait les groupes de travail pour les critères de maturité, pour les groupes de travail qui ont permis l'élaboration du livre blanc. Donc, on tient absolument à continuer dans cette logique collégiale et plus il y a de personnes qui peuvent s'impliquer, mieux mieux ces recommandations représenteront l'ensemble des acteurs. Donc, comme dit Thibaut, s'il y a des questions, on a eu quelques questions en ligne, mais s'il y a d'autres questions, on peut prendre quelques minutes. Alors, si je reprends les questions je vais commencer. Je crois qu'il y a eu des. Claudia, est-ce qui concerne les financements dans le cadre de France 2030 évoqué par Agathe dans un contexte de tech transfert, faudrait-il donc postuler à un AAP biothérapie pour reproduction? Je vous laisse répondre, Agathe. Est-ce que vous avez les questions ou est-ce que vous voulez que je Non. les… Ah, je reprécise, excuse-moi, je pensais que tu les avais. Une question, en ce qui concerne les financements dans le cadre de France 2030, dans un contexte de technologie de transfert, faudrait-il donc postuler à un appel à projet biothérapie bioproduction? Je peux peut-être prendre. Oui. Bonjour à tout le monde. Bonjour tout le monde. Je vais prendre la question sur le tech transfert. Alors, ça dépend de ce qu'on entend par tech transfert. Hein. Si on est vraiment sur du tech transfert pour de la maturation de projets qui peuvent être de TRL assez bas, on va dire prématuration, TRL2 pour aller à du TRL4, ou de maturation, mais je suis vraiment sur du transfert TRL4 pour aller à TRL6, on a un outil au niveau de France 2030 dans le cadre de la stratégie biothérapie bioproduction qui s'appelle Combio, qui est un consortium de SAT et d'OTT, d'organismes de tech transfert reliés aux organismes de recherche, et auquel cas il peut être intéressant de postuler, et il y a des relèves tous les mois à peu près, de postuler à ce consortium Combio, et si vous avez besoin des références, comme je n'ai pas vu qui posait la question. C'est quelqu'un de la SAT Connectus. Ah bah d'accord, donc la SAT Connectus, je connais très très bien, du coup. Combio. Sinon, alors j'entends que la maturité est peut-être un peu plus élevée, et auquel cas on a des appels à projets, mais pour l'instant l'appel à projet innovation biothérapie bioproduction dont il était fait mention n'a plus de relève actuellement. Il y en aura peut-être à venir courant 2026, mais pour le moment il n'y a plus de relève. Donc c'est pas forcément d'actualité à date. Merci Anne pour ces précisions. Je vois aussi qu'il y avait des points d'entrée par rapport à l'AFNOR ou les commissions de standardisation. Oui, c'était effectivement un sujet récemment que la France continue à participer à une commission AFNOR qui était quand même sur les standards des organoïdes et des organes sur puce. Nous y avons participé et nous avons fait en sorte que la France reste dans ces instances. Je défie les questions. Flore Marquis, merci de votre question. Nous sommes un groupe de chercheurs travaillant à développer des modèles précliniques innovants tumoroïdes en oncologie, en oncohématologie, TRL3 environ. Pourriez-vous nous conseiller des financements ou industriels à approcher pour faire la maturation de nos projets? Alors, Flore, oui, cela fait partie de nos missions d'identification et de mise en relation. Je vous propose de nous envoyer, alors on verra ce qu'on vous répond puisqu'on a vos coordonnées directement pour vous mettre en relation avec les bons partenaires. En ce qui concerne les financements, je laisserai bien évidemment l'AIS répondre si vous le souhaitez. Oui, alors l'AIS a également un guichet accompagnement pour pouvoir orienter en fonction vraiment de la typologie du projet, qu'on ait un petit peu plus d'infos pour avoir une orientation qui soit la plus pertinente possible. Vous pourrez retrouver, alors soit on pourra vous l'envoyer si on arrive si on peut récupérer votre adresse email. Sinon, si vous tapez guichet Agence Innovation en Santé, vous pourrez le retrouver sur Internet. Ça vous permet d'avoir un rendez-vous d'1 heure avec les experts de la thématique pour qu'on puisse vous apporter une réponse la plus précise possible. Donc, avec plaisir pour en discuter. On fera le lien, Agathe, évidemment. Question de Franck Allary. Bonjour, j'ai été partenaire d'un projet européen qui s'est terminé en mars 2025 et dans ce cadre,
Nantes Université a été tagué Tech Ready sur un modèle de tubule rénal sur puce par l'Innovation Radar Team. Est-ce que ce type de tag peut aider à identifier des projets aidés à l'échelle nationale? Je ne connaissais pas ce type de tag, pour être très honnête et transparent. Mais de toute façon, oui, effectivement, il est important de se faire identifier sur le modèle tube rénal sur puce, qui est quand même quelque chose qui est très demandé par l'industrie pharmaceutique. Je vous propose que vous nous contactiez, on vous contactera pour avoir plus de détails et surtout faire référencer ce projet dans le cadre de l'annuaire. Une autre question concernant les industriels, notamment pharmaceutiques, qui ne souhaiteraient pas implémenter les organes sur puce si le gap avec le monde académique n'est pas comblé. D'où vient ce retour? Alors, je pense que c'est mauvais. Je me suis peut-être mal exprimé. C'était le gap entre les instances réglementaires et l'accessibilité industrielle des modèles organes sur puce. Peu importe d'ailleurs s'ils viennent du monde académique ou pas, et que c'était un peu le fameux serpent qui se mord la queue, de craquer le cercle le cercle qui s'attend lui-même en disant nous pouvons réguler que quand nous aurons des datas et nous pourrons investir et donc avoir des datas que quand on aura l'assurance de la régulation. Et c'est bien ce code qu'on propose de craquer dans un cadre d'investissement ou de financement dans des projets prioritaires qui auraient pu être identifiés, en tout cas des grandes thématiques qui auraient pu être identifiées dans le cadre du livre blanc. Oui, peut-être juste pour compléter également, en tout cas, la AIS s'assure aussi dans les échanges qu'elle a avec l'écosystème de parler aussi bien avec des acteurs académiques, des acteurs du secteur privé, des groupes industriels, parce qu'on sait que la validation de ces technologies, elles passeront aussi par la mise à disposition, par l'engagement des industriels, la mise à disposition de leurs données. C'est vrai que tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire, il y a un peu une latence qui peut être observée. Donc voilà, nous, on s'assure aussi on est conscient de ce constat et les réflexions prospectives qu'on a actuellement et les leviers qu'on souhaite mettre en place permettraient d'adresser, en tout cas d'accompagner cette question. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Il n'y a plus d'autres questions, effectivement. Je crois qu'on avait prévu 1 heure, donc on est 6 minutes en retard. Je remercie encore à Anne et à Agathe d'avoir participé à ce webinaire. Ouais. On est très fiers de vous avoir à nos côtés. Beaucoup. Merci à l'ensemble des participantes et des participants d'avoir suivi. Vous avez été nombreux, plutôt constants. Donc, merci de nous avoir écoutés toutes et tous. Bien évidemment, n'hésitez pas à nous contacter par l'adresse email contact@refsotroci.fr ou directement, nous vous répondrons. Faites-vous identifier, s'il vous plaît. Nous ne pouvons pas aller vous chercher dans vos laboratoires ou dans vos têtes. Si vous avez des projets, si vous avez des programmes, n'hésitez pas à nous contacter. Il est important qu'on communique en toute confidentialité, évidemment, et nous remonterons les informations aux personnes concernées. Merci Jean-Dominique. Et simplement vous faire référencer dans l'annuaire, sans parler de projet. C'est important aussi. Merci bien. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.